Le problème des races se pose aux États-Unis, en Afrique du Sud, aux Indes, pour ne parler que de ces pays-là. Dans chacun de ces pays, des solutions différentes sont envisagées. Au Brésil, où depuis le début du peuplement, les Blancs, les Noirs et les Autochtones cohabitent harmonieusement, il n'y a plus en gros de problème racial. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs siècles, les races se sont mélangées sans prévention ni restriction. Ce qui s'est passé au Brésil pourrait-il se passer ailleurs ? Une généralisation de la fusion des races est-elle souhaitable et possible? C'est ce que nous demandons ce soir à un groupe d'ethnologues. Autour du micro sont réunis Roger Bastide, professeur à l'Université de Sao Paulo et à l'École des hautes études de Paris, Michel Péris, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, attaché au Musée de l'Homme, Claude Lévi-Strauss, professeur à l'École des hautes études, Alfred Métro, chargé des questions raciales au département des sciences sociales de l'UNESCO, et Madame Marie Choisy, directrice de la revue Psyché. Raymond Thévenin va mener le débat. Je crois que le problème de la race, le problème des races, est certainement un de ceux qui préoccupent le plus les hommes aujourd'hui. Est-ce que les races peuvent fusionner ou non? Telle est la question, si vous voulez, que nous allons vous poser. Et puisque vous avez fait, Monsieur Bastide, une expérience au Brésil, une enquête au Brésil, voulez-vous rapidement nous en résumer les conclusions? Bien volontiers. Au Brésil, il existe une population noire assez importante, surtout le long du littoral de l'océan Atlantique, et depuis les temps coloniaux, mais surtout depuis l'Empire, la race noire, la race blanche et les Indiens se sont mélangés constamment par le mariage ou parfois même, plus souvent même encore, par des unions illégitimes. De ce mélange est sortie toute une race ou une sous-race de mulâtres qui ont pu monter facilement dans l'échelle sociale. Non pas en tant que caste, mais dans l'ensemble même de la communauté brésilienne. Sans doute, on trouve rarement aujourd'hui des mariages entre des noirs très foncés et des blancs. Mais presque toujours, le mariage se fait entre des personnes d'une couleur plus foncée avec d'autres d'une couleur plus claire. Par exemple, le noir se mariant avec un mulâtre foncé, le mulâtre foncé avec un mulâtre plus clair, et le mulâtre plus clair se mariant souvent avec des blancs, parfois même avec des fils d'immigrants. Avez-vous pu constater que ce mélange de races eut des effets déplorables ou au contraire d'heureux effets? Tout dépend de l'aspect de la question. Si on prend l'aspect moral, il est évident que parfois le mulâtre ne se trouve pas toujours dans une situation confortable entre la classe blanche et la classe noire. Mais par contre, du point de vue physique comme du point de vue moral, ce mélange des sangs me paraît avoir des effets toujours favorables. Monsieur Métro? Je pourrais vous citer le cas d'Hawaï qui ressemble beaucoup à celui du Brésil, mais en beaucoup plus petit, où toutes sortes de races ont fusionné et ont fini par produire une nouvelle race qu'il est difficile de décrire, mais dont on connaît la belle prestance et qui est considérée comme heureuse et forte. Est-ce votre avis? Oui, ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit, c'est que le problème racial est d'une nature très particulière. Ce n'est pas un problème que nous étudions du dehors, c'est un problème qui dépend absolument dans son existence même de la volonté des hommes. Il dépend de nous de savoir s'il y a des races ou s'il n'y en a pas. Si les hommes décident de mélanger leur sang, les races n'existent pas. S'ils décident au contraire de se reproduire par groupes séparés, il y a des races. Donc il est très difficile de prendre une position purement scientifique sur un problème dont le caractère est essentiellement moral. Monsieur Michel Léris? Je crois que le préjugé de race n'est absolument rien de congénital, et rien non plus, aucune base scientifique. Les races sont de tout temps mélangées, depuis presque les origines de l'humanité. On sait très bien maintenant que toutes les populations, dans quelque endroit du monde qu'elles habitent, sont le résultat de brassages considérables qui sont opérés à divers moments de l'histoire. Je crois que le préjugé de race, on peut en trouver l'origine
dans un passé relativement récent. C'est à partir du moment où l'expansion coloniale des peuples occidentaux s'est opérée dans d'autres parties du monde que, comme justification de cette entreprise colonisatrice, on a, je ne craindrai pas de le dire, inventé le préjugé de race. Il fallait bien décréter irrémédiablement inférieurs les gens que l'on assujettissait. Ainsi, le préjugé de race, selon vous, serait un préjugé de classe. C'est ce que je pense absolument. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune différence entre le préjugé de race et le préjugé de classe, monsieur Lévi-Strauss? Je crois que c'est tout à fait vrai pour la forme actuelle du préjugé de race. Mais néanmoins, il est certain que toutes les sociétés, et même les peuples primitifs les plus reculés, tendent à dénier les caractères essentiels de l'humanité aux groupes qui ne font pas partie immédiatement du leur. Ils les appellent des singes de terre, ou des œufs de poux, ou des mauvais, ou des méchants. Et je crois que ça, ce sont des racines beaucoup plus universelles du préjugé de race et qui nous expliquent en partie sa ténacité. Mais ce que j'objecterai à notre ami Lévi-Strauss, Monsieur Léris, oui. c'est que tout de même, ces groupes primitifs antagonistes ne constituent pas en fait des races distinctes. Il y a des conflits, des antagonismes de groupe à groupe, pour des raisons de différence culturelle, pour des raisons d'intérêt. Mais ce ne sont pas des races, ni même des sous-races qu'on voit ainsi affronter. Oui, mais si vous voulez dire que l'attitude actuelle qui consiste à fonder les discriminations sur des différences physiques ou physiologiques est essentiellement fondée par des considérations de classe, et l'a été dans l'histoire, je suis pleinement d'accord avec vous. Madame Oui, Maris, c'est ce que j'entendais dire. Madame Maris Choisy. Je crois que je serais plutôt de l'avis de M. Lévi-Strauss, et je pense surtout que les races, au début, correspondent à une nécessité pour un groupe donné de s'unir contre quelqu'un. On ne s'unit jamais. Malheureusement, la nature humaine est faite ainsi qu'on ne s'unit jamais dans un groupe quelconque par amour pur. On s'unit toujours contre quelqu'un. Et le préjugé de race a joué, dans beaucoup de cas, une sorte de complexe du bouc émissaire. Et ceci est vrai aussi bien des faits récents que des quelques rares faits historiques que nous pouvons trouver. Il me semble aussi que dans ce cas-là, il se passe quelque chose de tout à fait amusant, parce qu'en réalité, il n'y a pas... par exemple, Margaret Mead a fait des expériences où elle nous a très bien montré qu'en prenant un bébé dans une certaine culture qu'elle transplante dans une autre culture, ce bébé n'aura pas les caractéristiques psychologiques de son groupe à lui, mais du groupe où il se trouvera. Et ceci, je crois, devrait nous faire réfléchir sur toute la notion de race. Oui, l'influence du milieu n'est pas discutable, je crois, sur la formation d'un individu. Monsieur Alfred Métro. Ce n'est pas le fait du hasard que le racisme a fleuri dans le monde en même temps que le nationalisme. Ce sont deux mouvements étroitement associés. Et le racisme, non seulement a servi les apolitiques, comme Mme Marie-Choisy vient de le faire remarquer, les groupes raciaux ont été, les minorités ont été souvent traités des boucs émissaires, mais aussi le racisme a eu un aspect profitable. Il était tout de même confortable de pouvoir justifier l'exploitation de certains groupes en leur déniant des valeurs intellectuelles ou morales. Ça n'est pas très exact si ce que vous venez de dire, monsieur Métro, si on le rapporte aux sociétés antiques, à la société de Sparte ou certaines sociétés du temps de Rome, les esclaves faisaient partie du patrimoine national, si j'ose dire. La question du nationalisme ne se posait pas à ce moment-là. C'était beaucoup plus la question de classe. Je vous pose la question. Oui, mais tout de même, on ne peut pas parler d'un racisme probablement dans l'Antiquité. Le racisme... Je crois bien que les esclaves dans l'Antiquité étaient considérés comme étant d'une race, essentiellement d'une race différente. Ils étaient considérés comme des barbares. Des barbares. C'est-à-dire des gens moins cultivés, mais pas spéciale. inférieurs physiquement, biologiquement. Vous pensez qu'ils étaient considérés comme de la même race que les citoyens?
Enfin, ils n'étaient pas considérés de la même race, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, très exactement. C'était le racisme poussé jusqu'aux plus extrêmes limites, où on refusait l'humanité à une catégorie particulière. Et vous reconnaissez néanmoins qu'il faisait partie du patrimoine national, que ce fût du patrimoine national athénien, spartiate ou romain. Bien sûr, mais je crois que la question que nous discutons a une grande importance théorique, parce que même si nous supposons abolis les causes économiques qui sont à l'origine du racisme comme doctrine destinée à justifier l'exploitation des peuples de couleur, est-ce que, tant qu'il y aura des races, on peut s'attendre à ce que des relations harmonieuses s'établissent entre ces races? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas détruire les races, c'est-à-dire favoriser leur mélange, comme étant le seul moyen de venir à bout du racisme? Eh bien, je regrette qu'il n'y ait pas parmi vous, messieurs, quelqu'un qui défende le point de vue du racisme et qui défende l'utilité de l'intégrité des races. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord pour préconiser le mélange, enfin du moins pour l'admettre. Pour l'admettre et pour le préconiser. Et pour le préconiser. En tout cas, l'expérience qu'a faite M. Bastide, et à cet égard, me paraît concluante. Le Brésil ne semble pas souffrir de ce mélange. Le Brésil a trouvé, je pense, une solution qui doit être proposée aux autres peuples du monde. Et je dois dire qu'à côté également de cette fusion des sangs, il existe une fusion parallèle des civilisations qui ne peut qu'apporter du bien à notre civilisation occidentale. Je pense que nous autres Blancs, nous avons un message à écouter du côté de l'Afrique.